Bordeaux, la belle endormie. Elle ouvre les yeux un matin et croise ses regards. Les habitants sont à leurs fenêtres, les visages se découvrent. Chaque matin, une nouvelle page de leurs histoires s'écrit. Les chapitres gravés dans la pierre. Bordeaux, une ville qui approche aujourd'hui le million d'habitants et autant de visages singuliers. Des centaines d'histoires vécues à travers leurs yeux. Te demanderas-tu pourtant combien d'autres habitants, combien d'autres visages y ont vécu, l'ont hanté? 10 millions peut-être, dont chacun aurait une histoire à raconter. Bordeaux, là où les quartiers se jouxtent dans une chorégraphie parfois douce, parfois tendue qui traverse les âges. Bacalan, Quinconce, Capucin, Bastide, chacun avec son identité, son folklore, ses marchés, ses rites. Bordeaux, une ville que tu traverseras à hauteur de rocade ou de boulevard, ou à partir des quais qu'ils découvrirent à bord d'un tramway ou lors d'une escapade à vélo. Bordeaux visage, c'est une invitation à partir à la rencontre de quelques poignées d'entre eux, à la découverte de leur façon de coexister. Et pour commencer, que dirais-tu de prêter l'oreille? Car écouter Bordeaux, c'est te laisser gagner par des bruits familiers. Te voici au marché des Capucins, situé à hauteur de la rue Élie-Gintrac, du cours de la Marne, à quelques centaines de mètres de la gare Saint-Jean. Tu y repères un premier visage, bien réel, celui d'une marchande des 4 saisons qui t'accueille, cheveux tirés, robe fleurie, voix gouailleuse. Ses mains dansent autour des légumes qu'elle emballe, ses mots chantent l'accent du sud-ouest. Elle semble là, depuis toujours. Et derrière elle, d'autres femmes encore, ses voisines, pommettes rougies par le labeur, mains crevassées tenant les cajots de fromage et d'oseille. Les entends-tu qui, descendant de Senon ou de Lormont, traversent le pont de pierre aux premières lueurs, afin d'installer leurs étals ici même ou sur la place Saint-Michel, à 2 pas de là. Gagneras-tu ensuite les abords du fleuve, y accueillant la rumeur changeante de la Garonne, coulant plus ou moins calme ou bruyante vers l'estuaire de la Gironde. Et alors que les quais se détachent tout au long de sa course, tu devines que ceux-ci ont établi de longue date un lien complice et durable avec les habitants. N'a-t-on pas nommé ce lieu le port de la Lune, au regard de sa configuration naturelle, ainsi qu'il en va de son inscription au patrimoine mondial? Alors, sur les quais qui s'enchaînent, les visages se multiplient. Joggeurs, cyclistes, livreurs, pèlerins de Saint-Jacques et les passants du dimanche qui s'attablent au gré des terrasses animées. Ils croisent l'ombre des anciens négociants, les souvenirs des dockers, en ce port de commerce où transita le meilleur comme le pire. Et parmi les symboles les plus éclatants de ce commerce, le vin, en sa primauté. Car bien sûr, le visage de Bordeaux est indissociable de celui du vin, de la vigne, du climat, de la terre, des savoirs qui l'ont autorisé. Et par-dessus tout, de tous ces acteurs, ces actrices qui, des plantations aux vendanges, de l'élevage à la dégustation, ont fait la réputation du Bordeaux. Une année sur 2, la cité fête le vin, puis le fleuve, et de nouveau le vin, comme si ces deux-là étaient inséparables, comme s'ils s'accordaient d'un pas de deux. Qui dit activité centrale, suppose en outre de nombreuses conséquences. Qui aurait ainsi imaginé qu'un délice sucré en ressortirait, devenant un autre des plus prestigieux ambassadeurs de la cité, le cannelé? Imagine le visage de nonne dans les couloirs ombragés du couvent des Annonciades, rue Magendie, rides douces, menton rond, tabliers amidonnés. Le silence des cloîtres se transformant en croustillant doré, cuit dans un moule de cuivre. Et voilà que tu te prends au jeu de mieux connaître cette cité. Connaître Bordeaux encourage à passer ses portes. Celle de la ville jadis ceinte de remparts, porte Caillot, Victoire, Bourgogne, Grosse Cloche, autant de seuils entre l'intime et l'ailleurs. Poussée celle de la cathédrale Saint-André, sise sur la place Péberlan, à proximité de l'hôtel de ville. Là, Aliénor d'Aquitaine épousa en 1137 le roi de France, Louis VII. Le port altier, les pommettes hautes, les cheveux bruns tressés de pierreries,
Tu observes le regard de cette femme exceptionnelle, indépendante, stratège, mécène, et dont la cour aquitaine rayonna bien au-delà. Bordeaux lui doit un âge d'or médiéval, alors que son second mariage la verra épouser Henri Plantagenet, roi d'Angleterre. Oui, Bordeaux, anglaise pour 3 siècles. Certes, de changement d'âme, Bordeaux en connut plus d'un. Car, bien longtemps avant cela, n'était-elle pas romaine? Un espace qu'incarne le visage sévère et inquiet de ce gladiateur, entrant en cet amphithéâtre qui prendra ultérieurement pour nom Palais Gallien. Qui de mieux pour connaître ce temps que le poète Ozone, né en cette cité de Burdigala au IVe siècle. Tu reconnais là le visage poudré de l'intendant Tourny qui te regarde avec superbe du haut de sa statue. L'intendant redessinera la ville pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, naissance du triangle d'or de la cité. À travers toutes ces étapes, il te faudra admettre qu'il n'est pas toujours aisé de comprendre une cité, de la saisir dans ses élans, ses évolutions, ses flux migratoires incessants qui ont contribué à son essor, en provenance d'Afrique, d'Europe, d'Asie. Mais aussi ses égarements, tandis que le passé se mêle au présent, y réclamant sa part de mémoire et de lumière. Sur le quai Louis XVIII, un autre visage, celui d'une femme, Modeste Testas, jadis Alpouessi, une femme arrachée à l'Éthiopie sur la route de l'esclavage, passée par Saint-Domingue. Une femme devenue mémoire qui quittera ce monde à l'âge de 105 ans après avoir mené bien des luttes. Son visage regarde l'eau, portant des traces de siècles d'oubli. Des histoires que des auteurs comme le lumineux Édouard Glissant sauront questionner dans leur devoir et leur identité. À l'instar de ces visages qui continuent de s'enchaîner, comprendre une cité, c'est souvent te laisser emporter par tes déambulations sans objet assigné et t'interroger sur ces trajectoires aux croisements infinis. Oui, Bordeaux, comme toute urbanité sédimentée, ne cesse de questionner. Et tu saisis alors une chose essentielle, c'est que de cette compréhension peuvent naître les débats les plus riches. Ainsi, par exemple, comme on l'a déjà vu sur le droit, la loi, les lois, y compris ou surtout lorsqu'elles sont iniques. Qui de mieux que Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, pour en repenser les fondements, en proposer la remise en question. Imagine-le, discret, sur les quais du port de la Lune, observant les flux d'épices, les esclaves, les fortunes. Une rue y mène, aujourd'hui nommée Esprit des Lois, tel un regard posé sur une ville de commerce et de contradiction. Car Montesquieu savait que la liberté est fragile, que le pouvoir doit être divisé pour ne pas corrompre. Au passage, découvriras-tu que c'est dans un tout autre quartier, près de la Grosse Cloche, aux 4 impasses de la rue Neuve, dans ce qui est désormais la plus vieille maison de Bordeaux, qu'aurait vécu jusqu'à ses derniers jours Jeanne de Lartigue, son épouse. Oui, nos cités sont des espaces de droit entre contradictions et progrès. Combien de murs, combien de sols en contiennent-ils les vibrations? Occasion de passer place Fernand Lafargue afin d'y relever un visage masqué, celui du bourreau, sinistre exécuteur des décisions juridiques, alors que corps et âme y étaient brisés, torturés, devant un public enchanté qui n'avait pas besoin de scroller sur les réseaux sociaux pour nourrir ses plus bas instincts. De lutte et de droit, il sera tout autant question avec le combat de ces députés girondins, lesquels, pour avoir osé rêver d'une république modérée, verront leur tête tomber en 1793. Bordeaux, pris dans les vents révolutionnaires et dont le monument dit aux Girondins perpétue la mémoire sur les quinconces. Ainsi, pour qu'une cité passe les millénaires, lui faut-il apprendre à habiter ensemble, à dialoguer et débattre sans fuir. Combien de visages pourraient-ils ici contribuer à éclairer ce besoin de l'intercompréhension, quelquefois exigeante, quelquefois plus naturelle, toujours en perpétuelle indéfinition. Et qui de plus représentatif de ce débat puissant que Jacques Ellul? Professeur de droit à la faculté, protestant engagé,
Imagine son visage dans les rues de Mériadec, avant qu'elle ne soit rasée. Imagine-le rue Judaïque, parlant de liberté et de technique, s'inquiétant de l'inhumain dans l'humain. Son évocation pourrait ouvrir à quantité d'autres visages bordelais, qui, plus anonymes, auraient cependant pour point commun cette même quête d'humanité. Visages par milliers comme celui par exemple d'une jeune chercheuse en climatologie. Entre deux cafés à Pessac, elle rêve d'un Bordeaux responsable, à la hauteur des défis de notre temps. Et ce défi, il serait tout autant question avec ce groupe d'amis, discutant âprement dans le vieux Bordeaux des conséquences de la gentrification sur l'économie de la ville et la durabilité de ses quartiers. Et que dire de discussions enflammées autour des exploits de l'UBB et de la fierté qu'ils inspirent à toutes celles et ceux qui ont suivi leur irrésistible ascension. Autant de thèmes qui, de la coexistence religieuse aux problématiques de sécurité, de la végétalisation de la cité à la place de la voiture, emplissent les assemblées politiques et les discussions de café. Y croiseras-tu le visage grave de François Mauriac, silhouette austère, front large, arpentant le cours Georges Clemenceau comme les allées du jardin public ou du parc bordelais, au pas lent de ceux qui méditent plus qu'ils ne marchent. Puis, plus loin, dans le temps, visage rieur sous un crâne dégarni, barbe taillée comme un mot bien posé, reconnaîtras-tu Montaigne, penché sur un manuscrit dans une échoppe. Tandis qu'il était maire de la cité, voici l'auteur des incomparables essais, en traversant les places et les rues tortueuses, devisant à voix basse avec les passants, questionnant les odeurs, les croyances, le vent, les rumeurs d'épidémies qui gagnent la cité. Dans les reflets sombres des quais de Bacalan, ce sera à présent le front rêveur d'Odilon Redon, les paupières chargées de visions. Mais voilà soudain, visage fermé, ombré de fatigue, Francisco de Goya, rue de la Devise, exilé, malade. Il dessine ses derniers cauchemars dans la pénombre bordelaise, alors que ces monstres veillent encore aux portes de la ville. Et puis, comment ne pas être intrigué par cet œil curieux et rebelle, celui de Rosa Bonheur, née rue Saint-Jean. Enfant, elle dessinait les chevaux des Capucins. Adulte, elle en captura l'élan sauvage. Sa statue lui rend grâce au jardin public, monument de Gaston Leroux. Et comment ne pas accueillir en cascade bien d'autres visages illustres. Celui mélancolique de Jean Eustache, filmant Pessac avec une caméra pudique. Ceux du groupe Odézen, dans les vapeurs de la cité, entre rage et poésie. Celui du photographe Raymond Depardon, un jour de pluie rue Sainte-Catherine, laquelle au passage doit son nom à une chapelle du XIIe siècle. Ou encore celui de Michel Suffren, cheveux blancs en couronne, voix feutrée, qui écrivait Bordeaux comme d'autres aiment, avec discrétion et constance. Si leurs noms ne sont pas cités dans les guides, sans eux pourtant, Bordeaux n'existerait pas, n'aurait pas existé. Un hommage à une cité dont l'épopée se poursuit et se réinvente. Et tandis que quittant Darwin dans l'ancienne caserne Niel, puis ayant emprunté le pont Chabandelmas, tu te laisses à ton tour captiver par le miroir d'eau face à la place de la Bourse, tu devines que des milliers, des dizaines de milliers d'autres visages viendront sûrement te visiter. Car l'on ne referme jamais un registre que l'on a ouvert de cette manière. Et pendant qu'au détour d'une brochure, tu découvres que Bordeaux est jumelé avec une vingtaine de cités, Porto, Wuhan, Québec, chacune mettant en dialogue tant d'autres destins, tu te laisses surprendre par un dernier visage, qu'il t'appartient, si tu le souhaites, d'y adjoindre le tien.